les choses ont quand même changé depuis les années 60, 1960, mais la structure globale du capitalisme consumériste et productiviste demeure. La société de consommation qui a commencé à exploser il y a 60 ans est largement devenue une seconde nature de nos modes de vie au XXIe siècle. Les écrans omniprésents, l'attention happée et captée sous le règne des marchandises de toutes sortes ont largement achevé de coloniser et de frustrer les existences. Les faux besoins du capitalisme consumériste paraissent devenus des besoins véritables et authentiques. Et du point de vue des alternatives, c'est presque proverbial, c'est presque devenu une idée reçue de dire que la gauche est condamnée à l'impuissance, que ce soit au niveau de ses stratégies, que des mécanismes répressifs et autoritaires qui contaminent le monde toujours davantage, sans parler des désastres climatiques à venir et en cours. L'horizon révolutionnaire qui paraissait si proche en mai 68 s'est éloigné de manière considérable. Comment expliquer alors l'apathie généralisée qui fait obstacle au changement émancipateur? Pour le dire en d'autres termes, pourquoi la révolution semble-t-elle impossible? Est-ce que c'est un manque de conscience, de volonté, ou bien le système lui-même a-t-il développé des mécanismes si puissants qu'il parvient à neutraliser d'avance toute contestation? Alors revenons aux années 1960 et au constat presque identique posé par le philosophe Herbert Marcuse, dont les idées et hypothèses mêlant Marx et Freud semblent toujours pouvoir éclairer le présent. Penseur marxiste hétérodoxe de la nouvelle gauche américaine, et souvent présenté comme un inspirateur des révoltes étudiantes d'alors, Marcuse a diagnostiqué dans Héros et Civilisation, ou encore dans L'homme unidimensionnel, les ressorts d'une domination qui ne s'exerce plus par la seule contrainte, mais par une sorte de consentement fabriqué par les modes de vie. Et ce sont ces idées que l'on va décortiquer dans cet épisode à la lumière de deux ouvrages parus cette année, Un découvrir Marcuse par Emmanuel Barraud aux éditions Sociales et Marcuse face au néofascisme d'Aude Guéguin chez Amsterdam. On va voir donc que Marcuse se fait le théoricien d'un certain pessimisme révolutionnaire avant de déceler les possibilités d'un espoir contestataire qui prenne en compte les risques toujours forts de contre-révolution au sein du capitalisme contemporain. Allez, bienvenue sur Politicon, une émission multidimensionnelle pour tenter de mieux comprendre notre monde dans son versant politique et social à travers les théories, en sciences humaines et en philosophie, les pratiques, les auteurs et autrices, les doctrines et les pensées d'hier et d'aujourd'hui. Si ça vous dit, vous pouvez soutenir ce projet sur Tipeee, Patreon ou Ulule, et l'émission est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous y abonner pour pouvoir l'écouter partout où vous voulez. Alors on connaît souvent Marcuse de nom, sans jamais vraiment l'avoir lu, comme beaucoup d'auteurs d'ailleurs, et d'autrices, ce qui était plus ou moins mon cas à ce sujet. Alors on sait qu'il est proche de l'école de Francfort, qu'il est un représentant du fraudo-marxisme, et qu'il aurait inspiré les mouvements contestataires des années 1960. Il naît en 1898 à Berlin, et meurt en 1979 en Bavière, tandis qu'il aura passé une grande partie de sa vie aux États-Unis, après avoir fui l'Allemagne nazie en 1934. Sa première vie intellectuelle est inspirée par Heidegger, puis par Marx, mais c'est surtout son travail aux États-Unis qui est plus fameux, avec l'apparition en 1955 de Héros et Civilisation et de L'homme unidimensionnel en 1964. Avec ces deux ouvrages, Marcuse analyse les fondements psychiques qui aliènent les individus des sociétés contemporaines et qui minent donc les possibilités de révolution. On va voir ça de plus près. Alors, on va voir que ce bon vieux Freud, si l'on peut dire, permet d'explorer les mécanismes psychiques de la domination chez ce bon vieux Marx, et que Marx permet d'historiciser Freud, de dénaturaliser les conceptions freudiennes pour les rapporter à leur contexte capitaliste. Alors que la Seconde Guerre mondiale s'est terminée moins d'une décennie plus tôt, Marcuse veut montrer dans son œuvre en quoi les mécanismes répressifs qui ont été le moteur du fascisme se nichent déjà au cœur de la société libérale bourgeoise en régime capitaliste. La perspective de Marcuse,
se situe donc dans ce qu'on a appelé le freudomarxisme, à savoir une sorte d'école intellectuelle qui rapproche marxisme et psychanalyse pour analyser conjointement le social et le psychisme. Outre Marcuse, Wilhelm Reich et Heinrich Fromm sont des grandes figures du freudomarxisme, parmi bien d'autres. Alors pour comprendre la version marcusienne et singulière du freudomarxisme, il faut revenir aux origines mêmes de la psyché humaine, et comme le dit Marcuse dans la préface d'Eros et Civilisation, au tout début, cet essai utilise des catégories psychologiques parce qu'elles sont devenues des catégories politiques. Et ces catégories psychologiques proviennent donc chez Marcuse de la métapsychologie freudienne, qui constitue donc le socle théorique de la psychanalyse et qui fait reposer l'appareil psychique ou mental des individus sur deux principes fondamentaux. Le principe de plaisir d'un côté et le principe de réalité de l'autre. Ces deux principes régissent à la fois l'individu mais aussi toute société humaine. Ils sont au cœur du processus de civilisation pour Freud, du processus qui aboutit à l'idée d'une société civilisée qui est en même temps une société qui réprime. Alors pour résumer rapidement, dans ce processus, l'enfant, pour prendre le point de vue donc de l'individu, est guidé par le principe de plaisir qui passe par la satisfaction immédiate, le jeu, la joie, le non-refoulement des désirs. Au fur et à mesure de l'éducation, l'enfant se soumet avec ses parents et avec les normes sociales à un principe de réalité qui le socialise, le civilise. L'enfant va donc restreindre ses plaisirs, apprendre à supporter la peine pour travailler, se soumettre à la productivité et à la sécurité. Le principe de réalité assujettit ainsi le principe de plaisir, sans le nier, mais en le domptant considérablement. Comme le souligne Marcuse, la soumission se répète alors constamment, que ce soit au niveau social et aussi au niveau donc individuel. Il écrit, je cite, « Le principe de réalité s'actualise dans un système d'institutions et l'individu grandissant à l'intérieur d'un tel système apprend les exigences du principe de réalité comme étant celles de la loi et de l'ordre et les transmet à la génération suivante. » Pour Freud, le principe de réalité permet à une société de gérer la pénurie et la rareté des ressources. Le principe de réalité montre aux individus qu'il n'est pas souhaitable et soutenable de dépasser les limites imposées par ce principe. Vivre constamment sous le principe du plaisir conduirait en effet à un effondrement rapide de la société. Dès lors, pour survivre et être viable sur le long terme, cette société doit donc nécessairement être répressive, et cela se retrouve au cœur même du fonctionnement du psychisme humain. Comme l'écrit Barrault dans son Découvrir Marcuse, la vie en société exige d'assujettir les instincts ou pulsions, les désirs et affects primaires, afin de rendre possible la vie sociale et de conformer les individus à la nécessité de travailler. Et pour Freud, tout cela est un fait naturel, et une civilisation qui serait non répressive serait une contradiction dans les termes, et serait donc impossible à concrétiser. Mais Marcuse nuance ce propos. Pour lui, l'état avancé des sociétés modernes permet de penser les conditions d'une société fondée sur l'abondance, et sur l'idée d'une société qui n'a pas besoin d'une sur-répression, d'une domination inutile, qui viendrait s'ajouter à la répression constante du principe du plaisir. Dans cette perspective, il est donc tout à fait possible d'imaginer les conditions d'une société sans répression inutile, dans laquelle le principe de réalité accompagne le principe de plaisir plutôt qu'il le réprime. Ce que décrit Freud, c'est en fait pour Marcuse un principe de rendement historiquement situé et valable seulement sous le mode de production capitaliste qui valorise la restriction pour favoriser la productivité et le travail incessant à travers ce que Marcuse appelle donc une surrépression propre au système des sociétés industrielles capitalistes. On le voit donc, chaque société produit des formes différentes de domination et donc de type spécifique de principe de réalité. C'est là donc que Marx, par Marcuse, permet d'historiciser Freud. Mais il est donc possible pour Marcuse de penser une société disposant d'un principe de réalité souple en quelque sorte, avec des formes de répression seulement nécessaires au bon fonctionnement social. Pour Marcuse, le principe de rendement spécifique à la société capitaliste et industrielle crée donc ses propres conditions de dépassement.
L'usage des machines peut permettre de se défaire à la fois du travail aliéné et de la pénurie à travers l'automatisation des tâches, la réduction du temps de travail également réparti et le choix éclairé et collectif dans la production. C'est un peu une réactualisation marcusienne donc de l'idée de Marx selon laquelle le capitalisme engendre ses propres fossoyeurs. Mais cela ne signifie pas que le principe de réalité peut être lui-même défait, mais qu'il peut être réorienté, se contenter d'être suffisant pour rendre la société soutenable, mais sans répression non nécessaire, sans sur-répression. La deuxième partie d'Eros et Civilisation cherche donc les conditions d'une réconciliation entre principe de réalité et principe de plaisir qui passe par l'art, le jeu et l'imagination. Ce qui se tient ici, c'est l'abaissement des pulsions de mort, comme le souligne Aude Guéguin dans son livre sur Marcuse, et une élévation des pulsions de vie, autrement dit de l'éros, dans la théorie freudienne. Cela peut passer par le biais artistique, par le jeu esthétique, qui peut permettre de réconcilier principe de réalité et principe de plaisir, de réconcilier rationalité et imagination ancrées vers l'avenir, et donc de réconcilier la raison et l'utopie. On y reviendra. Marcuse écrit « La valeur authentique de l'imagination ne concerne pas seulement le passé, mais aussi le futur. Les formes de la liberté et du bonheur qu'elle évoque tendent à libérer la réalité historique. C'est dans son refus d'accepter comme définitive les limitations imposées à la liberté et au bonheur par le principe de réalité, dans son refus d'oublier ce qui peut être, que réside la fonction critique de l'imagination. » Inspiré par le surréalisme, Marcuse se réclame de ce qu'il appelle avec le philosophe britannique Whitehead le grand refus, qui proteste contre toute répression qui n'est pas nécessaire. L'art, l'imagination deviennent ainsi des alliés de la révolution. Marcuse tend à montrer donc que l'utopie est possible, qu'elle n'est pas une impossibilité et qu'une société fondée sur l'abondance et le partage peut entraîner une organisation sociale non répressive. Et cela passe par le remplacement d'un bonheur défini de manière quantitative, exprimé par la possession de marchandises dans le capitalisme et donc la satisfaction de faux besoins, par un bonheur pensé de manière qualitative, par le libre épanouissement des facultés humaines et la réalisation de besoins authentiques et réels. Mais voilà, publié en 1964 aux États-Unis et en 1968 en France, l'ouvrage L'homme unidimensionnel montre en quoi ces possibilités révolutionnaires sont largement entravées par la manière dont fonctionnent les sociétés industrielles. Le constat est sévère, la société de consommation aliène considérablement les populations et les classes susceptibles de mener la révolution. Les membres du prolétariat, la classe révolutionnaire par définition dans le marxisme, ont intégré en eux la satisfaction apportée par le capitalisme et ses promesses de bonheur consumériste. Celle de la possession des objets, des faux besoins, des illusions publicitaires. La société de consommation a produit des individus qui ne pensent plus leur vie qu'à travers des satisfactions immédiates, administrées par la publicité, par le système, comme si le principe de plaisir s'était fondu dans le principe de réalité. Il n'y a donc littéralement plus d'alternatives envisageables, pas d'autre manière de penser des modes de fonctionnement différents. Quand c'est le cas, quand on peut penser des alternatives, il y a ce que Marcuse appelle des éléments oppositionnels au sein d'une société bidimensionnelle composée de ce qui existe de l'ordre établi, mais aussi d'idéaux, d'utopies, promus par la culture et l'imagination qui donnent à penser et à rêver d'autres possibles. Or, la société industrielle réduit ce caractère bidimensionnel à une forme unidimensionnelle qui phagocyte la seconde dimension pour l'intégrer dans la première et la rendre complètement inoffensive. Comme l'écrit Barrault, cette société arrive à détruire, ou au minimum à anesthésier, récupérer, digérer tout symbole de révolte, toute instance critique, tout élan utopique transcendant au sens d'apte à penser d'un point de vue alternatif à l'ordre existant. Et cela se produit autant sur le plan individuel que sur le plan collectif. La classe ouvrière est objectivement exploitée par la classe bourgeoise, mais elle est subjectivement, c'est-à-dire dans son psychisme, sa manière de penser et de voir le monde, intégrée à la société de consommation et à son fonctionnement. Les satisfactions apportées par les objets de toutes sortes, la manipulation publicitaire, le paysage médiatique, l'automatisation des tâches, l'augmentation du niveau de vie moyen et du secteur tertiaire, anesthésient ainsi tout désir de révolte et de contestation.
Le psychisme des prolétaires est donc complètement colonisé par la société industrielle et consumériste. La société et ses individus sont à leur niveau unidimensionnels, et les perspectives de contestation, de révolte, on l'a compris, et donc de révolution socialiste semblent bien lointaines. Alors, au-delà des classes populaires devenues conservatrices, Marcus voit toutefois dans les parias, les outsiders, les minorités raciales, des possibles révolutionnaires, mais sans conscience réelle de leur potentiel, et même sans force capable de renverser les choses. À ce stade de la réflexion et du diagnostic opéré par Marcus donc dans l'homme unidimensionnel, le constat est bien pessimiste. Après la publication de l'homme unidimensionnel en 1964, plusieurs événements vont redonner à Marcuse des raisons d'espérer. Les mouvements des droits civiques, les révolutions étudiantes et contre la guerre du Vietnam, mai 68, représentent donc des brèches dans la bonne marche du système. Comme l'indique Aude Guéguin, Marcuse y voit une nouvelle période des Lumières, autrement dit une nouvelle période pré-révolutionnaire. Les perspectives de changement social s'élaborent dès lors pour Marcus dans la perspective d'une société non répressive qui a transformé les subjectivités, les psychismes, pour dépasser les hiérarchies, abolir la domination, y compris celle de la nature. Marcus voit toujours se profiler les possibles révolutionnaires dans les luttes féministes, antiracistes, anti-autoritaires ou encore écologistes, et il se fait donc ici plus optimiste que dans l'homme unidimensionnel. Comme l'écrit Aude Guéguin, ce qui domine à partir de la seconde moitié des années 1960, c'est donc l'idée d'une multiplicité de groupes visant à opposer de nouvelles formes de vie à la domination capitaliste. Dans le livre Contre-révolution et révolte, Marcuse montre que cela passe par une réévaluation des besoins fondamentaux des individus et de la société. Le passage du capitalisme au socialisme doit passer par ce qu'il appelle un saut qualitatif. Il écrit, et cela vaut le coup de citer ce passage dans son entièreté. La révolution implique une transformation radicale des besoins eux-mêmes et des aspirations, tant culturelles que matérielles, celle de la conscience et de la sensibilité, du processus du travail aussi bien que du loisir. Cette transformation transparaît dans la lutte contre la parcellisation du travail, contre l'impératif de la productivité et de l'accomplissement de tâches stupides pour une marchandise stupide, contre l'âpreté au gain de l'individu bourgeois, contre l'esclavage sous le nom de technologie, la frustration sous le nom de bien-être, contre la pollution comme mode de vie. Les besoins moraux et esthétiques deviennent des besoins fondamentaux, vitaux, qui appellent de nouvelles relations entre les sexes, entre les générations, entre hommes et femmes, et la nature. On comprend la liberté comme plongeant ses racines dans l'épanouissement de tels besoins, qui sont indissolublement des besoins sensibles, éthiques et rationnels. Cette perspective caractérise alors ce qu'on va appeler la nouvelle gauche, qui fait front sur plusieurs luttes en s'opposant à la fois au capitalisme et au soviétisme de l'URSS, qui représente en quelque sorte la vieille gauche. Mais cette nouvelle gauche ne rencontre guère de succès, et Marcuse va alors pointer notamment le manque de liens stratégiques avec la classe ouvrière, mais aussi la dispersion entre celles et ceux qui veulent intégrer des progrès dans le système en place, et les autres qui préfèrent le renverser, à l'instar du mouvement du Black Power par exemple. Marcuse va dans les dernières années de sa vie s'attacher à analyser cette nouvelle gauche, et ses possibles révolutionnaires avortés, mais aussi le processus de contre-révolution qui s'amorce dans les années 1970, un processus plus tard qualifié de néolibéral, et qui verra son apogée avec Thatcher et Reagan, comme on a pu le voir d'ailleurs dans une vidéo toute récente en étudiant le fameux slogan « Il n'y a pas d'alternative », une formule dont Marcuse avait compris, en quelque sorte par avance, l'essentiel. Selon lui donc, et pour s'opposer à la contre-révolution, il faut parvenir à rapprocher les figures de la nouvelle gauche et la classe ouvrière, devenue le plus souvent, comme on l'a dit, réformiste et conservatrice. Comme l'écrit Barrault à ce propos, le sujet de toute révolution imaginable, ce sera l'unification progressive dialectique de ces forces objectives et subjectives qui passera par l'expérience commune de la lutte.
Mais c'est sans compter sur ce que Marcuse appelle la contre-révolution préventive de la part du système capitaliste et bourgeois. Il s'agit de contenir et de réprimer toute velléité de changement en faisant feu de tout bois autoritaire. Les États n'hésitent pas donc à recourir à des dispositifs policiers violents et agressifs qui exacerbent des tendances que Marcuse qualifie de préfascistes. On pourrait penser que ce constat, posé au tournant des années 70, ne paraît pas vraiment être contredit de nos jours. Qu'aurait pensé Marcuse du Trumpisme et de l'international autoritaire dont il est l'un des éminents représentants. Pour lui donc, pour Marcuse, la perspective émancipatrice n'est pas nécessairement la plus certaine, et le risque fasciste est fort, d'autant qu'il peut s'appuyer sur des ressources immenses accumulées par le capitalisme. Et comme il l'écrit dans Contre-révolution et révolte, je cite, « Le capitalisme engendre ses propres fossoyeurs, mais leur visage risque d'être fort différent de celui des damnés de la terre, des malheureux et des nécessiteux. » Quelle stratégie alors pour éviter le pire ? Il faut donc revenir au soubassement psychique qui explique et organise notamment la vie sociale sous le capitalisme et sous la vie unidimensionnelle. La consommation effrénée produit ce que Marcuse appelle donc une désublimation répressive, un relâchement des pulsions favorisé par l'achat répété et la possession qui favorise le contrôle des individus, qui ne pensent plus à autre chose qu'à des plaisirs éphémères, au shoot de dopamine dirait-on aujourd'hui par abus de langage. Il faut donc comprendre ces mécanismes pulsionnels pour comprendre comment les individus peuvent vouloir des formes autoritaires de pouvoir, comme l'indique Haute-Guéguin, car ce capitalisme qui domine les vies est aussi un capitalisme qui distribue ces shoots de plaisir artificiels basés sur des besoins tout aussi illusoires. Il ne peut y avoir de révolution réelle sans changement d'éthicisme, sans transformation des mentalités si l'on peut dire, et de la gestion du principe du plaisir et du principe de réalité. Mais paradoxalement, pourrait-on rajouter, c'est la révolution qui peut permettre de faire advenir ces changements. Dès lors, par quel bout prendre les choses ? Par où commencer ? Comme le rappelle Barrault, Marcuse pense la nécessité d'un front unique qui fasse même alliance avec les réformistes. Il écrit, je cite, « Un tel front devrait allier minorités ouvrières et militantes, étudiants radicaux, groupes militants antiracistes, féministes, etc. et même, dit-il, toute personnalité libérale, au sens politique, anti-autoritaire, attaché aux droits civils, à des principes d'égalité et de justice, à chaque occasion possible. » Marcuse favorise de manière générale les conseils ouvriers, les expérimentations écologistes anti-autoritaires de toutes sortes, tout en pointant l'écueil de stratégies qui seraient trop spontanéistes ou de communautés militantes qui se referment sur elles-mêmes sans rien changer. Fidèle au message de Héros et Civilisation, il tient pour essentiel l'imaginaire et l'utopie qu'il faut toujours travailler d'un point de vue pratique, de manière réflexive, pour concrétiser les choses, autant dire que l'équilibre n'est pas évident. On l'a dit, cela passe par une transformation psychique qui fasse exploser les carcans de la société unidimensionnelle et de ses faux besoins. Il s'agit de mettre au jour, grâce à l'art notamment, une nouvelle sensibilité, une nouvelle nature humaine en quelque sorte qui rejoue les cartes entre principe de plaisir et principe de réalité, pour favoriser non pas la répression, mais l'émancipation. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais ce n'est pas inenvisageable. Le psychisme du capitalisme est historiquement situé, et il peut être changé, il peut évoluer. Par où commencer donc ? Peu importe, l'important c'est de le faire, il s'agit d'ouvrir des brèches peu à peu dans les esprits et dans les institutions. Il s'agit d'aller vers une sublimation non répressive, à travers laquelle l'éros, le principe de plaisir, irriguerait le social dans son ensemble. Et à ce propos, Haute-Guéguin cite un passage marquant de Marcuse qui résume donc la révolution psychique qui serait alors en acte et qui éclaire dans le même temps les enjeux actuels. La finalité du changement radical est aujourd'hui de faire émerger des êtres humains qui seraient physiquement et mentalement incapables d'inventer un autre Auschwitz. Voilà pour cet épisode bien dense, comme d'hab. Et il y aurait encore plein de choses à explorer ou à détailler, bien sûr, dans l'œuvre de Marcuse.
Alors pour lire Marcuse, hein, justement, pour lire Eros et Civilisation et l'homme unidimensionnel, c'est chez aux éditions de Minuit. Quant à Contre-Révolution et Révolte dont j'ai parlé également, ça se trouve d'occasion et c'était édité au Seuil. Alors c'est pas toujours évident à lire, mais quand même, la prose de Marcuse reste le plus souvent assez claire, et on peut dire qu'il y a bien pire. Alors pour bien comprendre les enjeux, donc notamment encore très actuels, hein, de son œuvre, vous pouvez retrouver le Découvrir Marcuse d'Emmanuel Barrault chez les Éditions Sociales, et Marcuse face au néo-fascisme de Aude Guéguin, donc aux éditions Amsterdam. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter pour l'algo, de soutenir ce projet sur Tipeee, Patreon ou Ulule si ça vous dit, et vous pouvez aussi retrouver mes 2 livres, hein, mes 2 bouquins en librairie. On se retrouve peut-être pour de nouvelles formules, je vais réfléchir un peu à tout ça là, hein, prendre un peu le temps, et en attendant, eh bien, comme d'habitude, portez-vous bien.